Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés à un livre. Et le livre que je vous propose de découvrir aujourd'hui, si vous ne le connaissez pas déjà, est un livre qui est de John Kenneth Galbraith. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, je vais réessayer. John Kenneth Galbraith. Et le titre de ce livre, c'est L'art d'ignorer les pauvres. Galbraith est un économiste qui a vécu de 1806 à 2006, donc il est mort assez récemment. Et on dit de lui que c'est l'économiste le plus lu du XXe siècle. Il a été conseiller de certains présidents de la République, notamment, mes souvenirs sont bons, Kennedy. Je crois même qu'il a été un de ses secrétaires d'État. Il a été aussi ambassadeur en Inde, et je crois qu'il avait pour mission de calmer les tensions qu'il y avait entre l'Inde et la Chine, me semble-t-il. Bon, vous vérifierez tout ça sur vos encyclopédies et ressources préférées. Parce que c'est pas l'objet tout à fait de ce qu'on va dire maintenant. Alors pourquoi j'ai voulu parler de ce livre? Quand je l'ai lu, il m'a semblé très intéressant sur, si vous voulez, ce livre aborde les bonnes justifications que nous aurions, que nous nous inventons, ou que nous inventons, nous ou les autres d'ailleurs, pour dénier la pauvreté, en tous les cas pour l'ignorer. Et je pense que si effectivement nous n'ignorions pas les pauvres, alors la pauvreté aurait disparu de nos sociétés contemporaines, me semble-t-il. C'est donc une construction intellectuelle ou idéologique ou morale qui nous permet de justifier leur existence et de nous en accommoder. En fait, quand je parle de leur existence, c'est l'existence de pauvres. Et je pense que c'est à ça que répond ce petit texte de Galbraith, et c'est pour ça qu'il m'a tout à fait intéressé. J'ai oublié de vous dire qu'il était publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors je vais commencer par vous lire l'introduction de ce texte de Galbraith. Alors, je ne sais pas quand le texte a été écrit, pour tout vous dire. Voilà son introduction. Chaque catastrophe naturelle révèle, s'il en était besoin, l'extrême fragilité des classes populaires dont la vie comme la survie se trouve dévaluée. Pis, la compassion pour les pauvres, affichée au coup par coup, masque mal que, de tout temps, des penseurs ont cherché à justifier la misère, en culpabilisant au besoin ses victimes et à rejeter toute politique sérieuse pour l'éradiquer. Voilà, il commence comme ça. Donc, vous l'avez compris, son essai, ce petit texte, va être tourné sur ces grandes théories permettant de justifier la pauvreté et les pauvres. Alors, il a fait un tour de l'histoire, finalement, rapidement, pour essayer de recenser l'ensemble des idéologies qui permettent la justification, et donc le déni des pauvres. Il en voit plusieurs, alors je vais vous en citer quelques-unes. La première qu'il a vue évidemment dans l'ordre chronologique, c'est la justification biblique. Donc les pauvres, vous connaissez ça, les pauvres souffrent dans ce bas monde, mais seront récompensés dans l'autre monde, donc les pauvres. Alors évidemment, les riches pourront se gaver, mais avec une sorte de crainte de l'au-delà quand même, du sort potentiellement funeste qui peut les attendre, puisque seuls heureux sont les pauvres, ou seuls les pauvres sont heureux. Quand j'ai écrit ça, ou quand j'ai regardé ça dans son livre, il y a une chose qui m'est revenue, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si on le fait encore dans les familles, j'imagine dans les familles pratiquantes certainement, le bénédicité, vous savez, cette espèce de petite prière avant les repas, que l'on voit souvent par exemple dans les films américains, mais pas que. Et cette prière disait bénissez-nous Seigneur, bénissez ce repas ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. La phrase importante là-dedans, vous l'avez compris, c'est procurer du pain à ceux qui n'en ont pas. Nous, on en a, mais on ne peut pas faire autrement. Enfin, en tous les cas, c'est pas notre job d'aller procurer du pain à ceux qui n'en ont pas. Donc, on confie la mission et les pauvres à Dieu. Façon de faire, évidemment, et de se dire, finalement, les pauvres sont pris en charge par la divinité. Donc voilà, c'était une des premières justifications. Il y a une deuxième justification qu'il a retrouvée chez Jeremy Bentham, l'utilitariste, enfin c'est comme ça que je l'appelle en tous les cas. Et Bentham dit, ce qu'il faut atteindre dans le fond, c'est parvenir au plus grand bien pour le plus grand nombre. Donc, en d'autres termes, la société fait de son mieux, et puis elle reste impuissante pour un nombre qui serait moins grand, n'est-ce pas? Donc la société, comme on dit souvent d'ailleurs, c'est le meilleur système possible, ou c'est le moins mauvais des systèmes possibles, comme on parle de la démocratie par exemple. Et donc comme c'est le moins mauvais système possible, vous comprenez bien, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre.
et que bien, ça fait quand même le bonheur du plus grand nombre et mort ou vaincu, si je puis dire. Troisième justification, là on est avec Ricardo et Malthus, qui ont trouvé, eux, une autre justification tout à fait intéressante, et qui disent la chose suivante, Ricardo et Malthus: si les pauvres sont pauvres, c'est de leur faute. Ces deux grands penseurs, Ricardo et Malthus, ces deux grands penseurs disent en fait, cela tient essentiellement à leur excessive fécondité. Donc leur pauvreté est due aux pratiques dans leur lit, finalement. Et s'ils faisaient moins d'enfants, eh bien, ils auraient les ressources pour les nourrir. Et comme ils auraient les ressources pour les nourrir, eh bien, on ne parlerait pas de pauvreté. Alors je vous rappelle qu'on est là dans cette période plutôt dans l'ère industrielle. Et je vous rappelle aussi que Ricardo était un financier et un boursier. Après, il y a un autre monsieur qui vient, Howard Spencer, là, qu'on est plutôt maintenant à la fin du 19e siècle. C'est un monsieur qui a vécu entre 1820 et 1903, monsieur Spencer, Howard Spencer. Et lui, il parle de darwinisme social. Enfin, c'est l'appellation que donne Galbraith à sa théorie. Et c'est une théorie très connue, j'en ai peut-être déjà parlé sur d'autres thèmes que celui que j'aborde aujourd'hui. Il dit voilà, dans la nature c'est assez simple, seuls les plus aptes survivent, donc dans l'économie, seuls les plus aptes doivent survivre, et le fait que les plus aptes survivent, ça renforce la qualité de la famille humaine, donc de la race, et donc si les pauvres disparaissent, eh bien ça renforce l'espèce humaine. Et je voulais juste vous dire à ce propos que vous avez exactement les mêmes termes dans Mein Kampf de Hitler, dans ses propos par rapport à, effectivement, il faut éradiquer les faiblesses de la nature, et tout ce qui est faible doit disparaître. Et il y a eu un adhérent très rapide, enfin pas un adhérent très connu, pardon, à M. Howard Spencer, c'est John Rockefeller le premier de la dynastie. Et je vais vous lire ce que dit M. Rockefeller, vous allez voir, c'est tout à fait édifiant. Hitler a dû pouvoir s'en inspirer. La variété de rose, la fleur, hein, American Beauty, ne peut être produite dans la splendeur et le parfum qui enthousiasme celui qui la contemple qu'en sacrifiant les premiers bourgeons poussant autour d'elle. Il en va de même dans la vie économique. Ce n'est pas là que l'application d'une loi, ce n'est là, pardon, que l'application d'une loi de la nature et d'une loi de Dieu. Voilà, je ne ferai pas de commentaires, c'est absolument édifiant. Au XXe siècle, on a pensé quand même que la vision darwinienne était un peu violente, en tous les cas on ne pouvait plus la présenter comme ça. Et donc il y a deux présidents américains, l'un qui s'appelle Calvin Coolidge, qui a été président de 1923 à 1929, et l'autre qui s'appelle Herbert Hoover, qui a été président de 1929 à 1933. Et ces deux présidents prônent la chose suivante, déclarent la chose suivante: toute aide aux pauvres est un dysfonctionnement de l'économie. Or, l'économie sert bien la plupart des gens. Donc un dysfonctionnement entraînerait un service dégradé. En d'autres termes, les gens majoritairement sont bien servis par l'économie. Si j'aide les pauvres, alors ça dégrade ce bon service rendu par l'économie à ces gens-là. Et donc, c'est insupportable, évidemment. Alors aujourd'hui, dans le fond, ce que dit Galbraith, c'est un mélange de tous ces dénis et une sorte de syncrétisme, si on veut, et quand même le dernier donc, que je viens de vous citer, c'est-à-dire Hoover et Coolidge, se retrouve quand même dans la pensée néolibérale contemporaine, hein, clairement. Ne touchons pas au marché, il s'auto-équilibre, et malheur à ceux qui n'y ont pas accès. Alors il a distingué toutefois 5 techniques de justification, et donc de déni de la pauvreté. Et aujourd'hui, donc. Hein. Et la première, c'est qu'en général, on confie la charité à l'État, mais on déclare aussi que l'État est absolument incompétent pour gérer quoi que ce soit. Alors, il faut faire attention, comme dit Galbraith, on aime bien quand même quand l'État gère la vente et l'achat d'armement. Ça,
pour le coup, notamment les industriels et les complexes militaro-industriels aiment beaucoup quand même quand l'État achète de l'armement. Là, pour le coup, il est compétent. Mais pour le reste, il est absolument pas compétent. Et pourtant, cet État, alors Galbraith parle des États-Unis, mais on pourrait aussi bien parler de notre pays, la France, assuré, par exemple en France depuis 1945, depuis le programme du Conseil national de la Révolution de la Résistance, a permis l'accès aux soins des plus démunis, a permis l'exercice des droits civiques pour tous, dans la mesure du possible, a permis l'égalité des chances dans l'éducation, à l'école. Et donc c'est tout ça, c'est l'État qui l'a fait. On pourrait rappeler aussi que l'État, en France en tous les cas, a électrifié ou a donné accès à l'électricité à tous les habitants de ce pays, a donné accès au téléphone à tous les habitants de ce pays, etc. etc. Bref, l'État a quelques compétences, mais bien entendu, on va lui dénier ces compétences-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est aussi ce qui se passe concrètement, puisqu'on casse de plus en plus l'ensemble des aides publiques et des systèmes de solidarité de notre société. Donc, déclarer finalement la compétence de l'État en matière de pauvreté, c'est refuser la responsabilité collective de cette pauvreté, évidemment. Et puis une deuxième technique de déculpabilisation presque, hein, en tous les cas de justification, c'est d'énoncer que toute forme d'aide publique à des pauvres serait un mauvais service à leur rendre. Elle les détourne de l'emploi, elle encourage les divorces. Galbraith a trouvé un texte là-dessus très intéressant. Elle encourage le divorce. Alors vous allez me demander comment? Eh bien, puisque quand on est femme seule, on peut bénéficier des aides sociales pour élever ses enfants. Donc évidemment, si on doit divorcer, on divorce. Sinon, on ne divorcerait pas. Donc on a à la fois une justification, plutôt une justification morale, qui émane de la conformité sociale, si je puis dire. Donc dites ça aux féministes, vous allez voir, ça va leur faire plaisir. Troisième justification qu'a recensé Galbraith, troisième justification contemporaine, ce sont les aides publiques qui ont un effet négatif sur l'incitation à travailler. Parce qu'il y a un transfert de revenus des courageux aux fainéants, pour le résumer un petit peu. Et ça s'inscrit dans le discours économique de l'offre. Alors, vous voyez de quoi il s'agit, hein, le discours économique de l'offre, c'est celui qu'a inventé finalement Ronald Reagan et qui est aujourd'hui en œuvre depuis Nicolas Sarkozy et François Hollande. François Hollande ayant achevé le processus, ou en tous les cas étant en train de l'achever. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans le discours de l'offre, économique de l'offre? On dit les riches ne travaillent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop imposés. Il faut donc prendre aux pauvres pour donner aux riches, sinon pour redynamiser l'économie. Et les lois qui sont passées aujourd'hui très récentes, voire des lois qui ont été forcées, pour quelques-unes d'entre elles qui ont forcé le Parlement, eh bien ces lois-là ne font ni plus ni moins que ce qui vient d'être dit ici. Donc on peut croire que il faudrait donc croire que la majorité des pauvres préfèrent l'assistance publique à un bon emploi, apparemment, c'est ça la croyance qui est développée ici. Ensuite, la quatrième technique que recense Galbraith, c'est si nous aidons les pauvres, nous les déresponsabilisons et donc nous leur ôtons leur liberté. Alors ça, c'est Friedman qui en parle, Milton Friedman. Je ne vous le présente pas. Donc la question qui se pose, c'est qu'effectivement, si on encadre la responsabilité en donnant finalement la solidarité publique, donnant aux plus pauvres d'entre nous, eh bien, ils ne sont plus responsables, et donc ils ne sont plus libres. S'ils ne sont plus responsables, ils ne sont plus libres. Et la question de Galbraith qui vient immédiatement après ça pour réfuter, me semble-t-il, cet argutie, parce que ce n'est plus un argument, là, quand même, c'est presque honteux, eh bien, il dit, est-ce que sans un sou, sommes-nous libres? D'ailleurs, les riches dénoncent toujours une atteinte à leur liberté dès lors qu'on les taxe, et toujours trop à leur goût. Et par contre, quand on n'entend jamais parler de pauvres qui seraient émerveillés de la grande augmentation de leur liberté parce qu'on leur enlève des sous et qu'ils en auraient moins, donc ils seraient plus responsables et donc ils seraient plus libres. On n'entend pas non plus, on n'entend pas ce discours. Donc c'est intéressant de regarder effectivement cette argutie, mais on ne s'y entendra pas. De toute façon, ça vient de Friedman, donc je ne suis pas sûr qu'il faille s'y étendre plus que ça. Et puis il y a une cinquième technique, qui est une technique, Galbraith dit-il, plus psychologique,
et qui consiste à ne pas penser à des choses tristes, pour éviter que nous soyons tristes nous-mêmes. Donc, on évite par exemple de penser à la mort, hein, c'est très mal vu, enfin c'est très mal vu, c'est pas tout à fait le mot, mais c'est pas tout à fait encouragé, parce qu'effectivement ça pourrait nous rendre tristes, voire dépressifs. Faut pas penser par exemple aux catastrophes écologiques qui peuvent nous attendre. Finalement, vivons un peu insouciants. Faut pas penser à tous ces massacres, à toutes ces populations massacrées, enfermées, etc. Enfin, tous ces malheurs du monde qui ne manquent pas de nous parvenir parfois par des images et des commentaires dans la presse, dans les médias en général. Alors dans ce cas-là, effectivement, il faut positiver, dans ce cas-là, il faut être optimiste, forcément, le pessimisme est très mal vu, il faut surtout pas effectivement être négatif, parce que c'est pareil, être négatif c'est très très mal vu, il faut faire du développement personnel, d'ailleurs ça ne peut être que personnel, hein, on va s'occuper de nous, et puis on va essayer de trouver comme ça une sorte de sérénité parmi ce spectacle affligeant que donne le monde, restons sereins, un peu quand même, pensons à ma gueule, en pensant, si je puis être grossier, pensons à ma gueule, ça sera mieux et ça m'évitera de penser à la gueule des autres. Donc il y a, dans cette perspective que nous donne Galbraith, une tentative systématique de ne pas prendre le problème de la pauvreté comme il est, c'est-à-dire les sociétés, quelles qu'elles soient finalement, en tous les cas, celles qui ont jusqu'ici fait l'histoire, eh bien, ont créé de la pauvreté. Et effectivement, le mieux pour éviter d'éradiquer la pauvreté, c'est de ne pas s'en occuper ou de ne pas ou de donner une justification qui nous donne un peu, qui nous remet dans l'impuissance en disant ben non ça c'est moral ou non ça c'est plutôt l'économie, ben non ça c'est etc. ou ça déresponsabilise, voilà. Donc ça nous met dans une sorte d'impuissance bienfaisante qui nous permet effectivement d'accepter que des gens soient incartonnés dans la rue quand nous passons sur les trottoirs parisiens ou des grandes villes par exemple, ou qui nous permet d'accepter que la mendicité puisse être interdite. Après tout, si on est pauvre, on est un peu responsable. D'ailleurs, il y a une terminologie, enfin des termes qui sont employés aujourd'hui pour ne plus les appeler des pauvres, mais là encore, ça permet de nier la réalité. On appelle ça, je crois, des défavorisés. Hein. Alors on se demande par le sort, sans doute, ils ont été défavorisés par le sort, ce qui nous évite de poser la question, ont-ils été défavorisés par autre chose que le sort? Voilà, le petit livre donc de John Kenneth Galbraith, L'art d'ignorer les pauvres, aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors il y a quelques petits textes juste derrière, mais peut-être que je vous en parlerai plus tard. Il y a un petit texte qui est écrit par, je ne sais plus qui exactement s'appelle, Les économistes, oui, par Laurent Cordonnier, qui est un économiste, et qui écrit Les économistes en guerre contre les chômeurs. Et un deuxième petit texte dont je vous parlerai sûrement de Jonathan Swift, qui est un écrivain, et qui parle du bon usage du cannibalisme. Voilà, donc tout ça pour le même prix. À bientôt pour une prochaine fois, un prochain livre. Au revoir.